Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Métal Lourd ASMR. Allez, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Métal Lourd, sponsorisé gratuitement par Argo, ou encore la chaîne YouTube Argonautes Plongée. Il est comme son nom l'indique, un youtubeur plongé qui propose des vidéos très quali sur l'exploration des fonds marins, accompagné d'une narration elle aussi très quali. Pour être vraiment honnête, après mon expérience de plongeur pro, j'étais devenu aigri, car la réalité du métier était très loin des cartes postales, et je n'arrivais plus à profiter du moment présent. Grâce à Amy, je redécouvre les raisons qui m'ont poussé à devenir plongeur, et je vais vous les partager. À part le volume de la musique, pas comme si c'était parfois chiant et équilibré, y a rien, mais genre vraiment rien à redire. C'est propre, bien monté et c'est beau bordel. Allez jeter un œil. Aujourd'hui, on va aborder un char que vous m'avez beaucoup demandé, le Panzer VIII, le Maus. Né de la vision infernale d'un ingénieur allemand le 21 mars 1942, Porsche au service du Führer. Le Maus est l'aboutissement des idées démesurées d'Hitler en matière de blindés. Ah, et on me dit dans l'oreillette que le râteux ne compte pas car jamais construit, donc par définition, c'est pas un aboutissement. Pour en arriver au char tel qu'il est conservé actuellement, il y a eu un bon paquet d'étapes de conception. Et sur ce genre de blindé en particulier, beaucoup de compromis, de consensus et de tentatives infructueuses. C'est beaucoup de mots pour dire que ça a été assez bordélique à mettre au point. Comme pas mal de projets impliquant directement la vie d'Hitler. Donc je vais vous donner ça dans un ordre chronologique, et on récapitulera tout ça à la conclusion. En 1942, la situation est compliquée pour l'Allemagne. La somme des blindés soviétiques est trop grande, il devient alors nécessaire de renverser la situation tactique. On ne dira pas stratégique, gros problème des Allemands pendant cette guerre, il n'y a qu'à voir la bataille de Dunkerque. Le moyen trouvé pour arrêter ces hordes de blindés est simple, c'est relatif. Un blindé lourd de 100 tonnes, capable de dominer le champ de bataille en profondeur. Simple, basique. Alors, vous m'entendez sortir des phrases toutes construites, c'est normal, c'est pas de moi, ça vient directement soit d'Adolf Hitler, soit des généraux. Il y eut alors un appel d'offres pour la conception de ce char super lourd. Pour prendre l'avantage, Ferdinand Porsche proposa alors son projet de char, le Typ 205, un véhicule à but spécial. Normalement, là je suis censé vous le dire en allemand, mais... Sonderfahrzeug 4. Et j'ai fait espagnol LV2. Il s'agissait entre autres d'un bunker mobile de 120 tonnes, armé d'un 150 mm, et qui agirait couvert par des E50 en retrait et des Flak Panther. De son côté, un autre constructeur, Krupp, proposa son véhicule pour faire concurrence à Porsche. Il était basé sur le Tigre 1, moteur Maybach HM230, boîte de vitesse et direction. Le but était de faire un char plus rapide et plus simple à produire que celui de Porsche et de ses idées compliquées. Porsche préconisa aussi une motorisation diesel pour limiter les risques d'incendie, la consommation et augmenter l'autonomie. Ce qui est problématique, car en Allemagne à l'époque l'essence dominait. La transmission serait donc diesel électrique à l'image des véhicules de Porsche. Le 8 juin 1942, lors d'une réunion avec Porsche et Speer, Hitler confirme les caractéristiques principales du blindage de caisse proposé, soit de 200 mm à l'avant. La mobilité du Typ 205 passe officiellement au rang de critère secondaire. Et c'est ce qui va tuer ce projet. Les deux documentations propres au char sont alors transmises au Führer et le Typ 205 est déclaré vainqueur. Même si des corrections étaient à faire, comme un canon de 105 et le retrait d'une tourelle secondaire avec un canon de 75. Courant juin, la puissance de feu passe au premier plan.
Hitler voulut un canon de gros diamètre à haute vélocité, sans toutefois préciser spécifiquement le calibre, ce qui causera d'énormes problèmes d'organisation. En effet, les armements super lourds n'étaient pas encore construits, et en attendant, ils ont donc envisagé de monter un canon de 150 mm, de 37 ou de 40 calibres, voire même un 170 mm. Je vous dis pas le pruneau. Le 128 mm de 50 calibres est aussi avancé à l'époque, mais jugé insuffisant par le Führer. Porsche, quant à lui, voulait armer le char d'un canon de 150 mm de 37 calibres ou d'un 105 mm de 70 calibres. Quand je dis 70 calibres, c'est en référence à la longueur du canon, et en fait, ça fait 105 x 70, ça fait 7350, donc 3,9 pierres chabrier, 7,35 m de long. Et encore, t'as pas eu ma bite. Oui, c'est chiant, mais c'est comme ça. La tourelle fut proposée le 17 juillet. Elle devait faire 250 mm d'épaisseur de face, et ça, c'est sans compter le mantelet. 200 de côté et 80 de toit. La tourelle, à elle seule, faisait le poids d'un putain de char Leclerc, 57 tonnes. C'est aussi lourd qu'un fan d'animé qui essaie de faire des mèmes, bordel. C'est aussi à cette époque que le MAUS récupère ce nom. Tout d'abord appelé Mammouth, puis Mauschen, petite souris par ironie, il est finalement nommé Maus, souris, nom qui trompera aussi les renseignements étrangers. C'est ce nom qui sera gardé jusqu'à la fin. Les deux chars en concurrence sont donc le Type 205 Maus de Porsche et le Tiger Maus de Krupp. Vous me direz, mais Hitler avait choisi le projet de Porsche, pas de Krupp. Oui, c'est vrai, mais les ingénieurs de Krupp vont décider de poursuivre le projet de manière plus ou moins clandestine et vont construire un châssis. Le Tiger Maus ne possédant pas de tourelle, il viendra l'idée d'y mettre une tourelle de Type 205 qu'il devait produire. Plus tard, le Tiger Maus deviendra le E100. En décembre 1942, de nouvelles pièces sont encore proposées. Un canon naval de 127, non pas 128, ou une version terrestre rallongée en 55 calibres d'un 128 mm venant d'un canon Flak 40. Hitler ayant enfin une idée rationnelle, il intervient pour stopper la multitude de canons proposés et il choisit le 128 mm, un point c'est tout. Il demande quand même de prévoir un canon de 150 mm de 38 calibres ou un 170 mm KWK-44 pour contrer les futurs chars lourds soviétiques. En secondaire, il est préconisé une mitrailleuse lourde, MG-151 ou un lance-flamme. Les plans du Type 205 Maus sont alors terminés fin 1942, et l'on estime possible de lancer la production en novembre 1943. Le char, alors estimé à 120 tonnes, passe à 150 et enfin à 170 tonnes selon Porsche. Il fallut penser à réduire le poids, ce qui les poussa à réduire le blindage de face de 250 à juste 225 mm, et les flancs de 200 à 180. Une maquette miniature est alors présentée le 3 janvier 1943. Elle est équipée du canon de 128 mm et d'un canon coaxial de 75 mm. Hitler est enthousiaste et valide le dessin du Panzer en apportant quelques corrections comme à la Volkswagen auparavant, et prévoit une production de 5 engins par mois par Porsche, Krupp et Alket. Contrairement à lui, Guderian refuse le Panzer, car pour un char qui devait se battre contre de l'infanterie, le manque de mitrailleuses est un sérieux handicap. Le 10 avril 1943, il souhaite voir les résultats de Porsche au Nid d'Aigle, mais le 16 avril, un contre-ordre modifie la destination de la maquette pour le QG du Führer à Rastenburg. La maquette est alors présentée le 1er mai 1943. Hitler ordonne de continuer les travaux, mais estime que le char doit être équipé d'un 150 mm, car selon lui, le 128 mm fait trop jouet par rapport au projet en lui-même. C'est les missiles Barbe de l'Apocalypse, ça? C'est ça ma bombe? On va me charrier dans la charia! 135 exemplaires du Maus sont par la suite commandés. Des tests officieux commencent à l'usine Alket le 23 décembre 1943, puis les essais se passent à Kummersdorf. Les tests sont fructueux, le blindé parvient à faire ses 5 km de trajet sans aucune panne, là où les prototypes du Tigre avaient eu bien plus de difficultés. Malgré tout, le développement étant lent, le projet semble compromis. La vitesse de pointe devait atteindre les 21 km/h. Je vous rappelle le critère secondaire. Les essais ont montré qu'il ne dépassait pas les 13 km/h. L'autonomie est estimée à 160 km avec 1600 litres et 190 km avec 1000 litres. Pas besoin d'être un mathématicien pour voir que ces chiffres sont farfelus. Les estimations les plus proches sont celles en tout-terrain, 68 km avec le réservoir extérieur, donc 2600 litres.
ce qui nous donne un petit 3800 litres au 100. How dare you! Il a été finalement produit en deux versions, la V1 et la V2. La V1 est celle que nous connaissons, car le châssis est celui récupéré par les Russes à Kummersdorf, à la fin de la guerre, équipé du moteur essence d'origine. La V2 devait être une version ayant des galets allégés et étant mieux motorisée, en diesel avec la fameuse transmission diesel électrique. Le bloc propulseur et la génératrice sont d'ailleurs aboutis à la casse du vilebrequin lors d'un essai en 1944. Rien de grave, au final ce fut réparé. La V2 sera la seule version à recevoir une tourelle. Son châssis sera cependant perdu et les soviétiques trouveront et rapporteront le châssis V1 et une tourelle V2, qu'ils assembleront et testeront sous la surveillance du KGB. Ce char hybride est celui que nous connaissons exposé à Kubinka. C'est en juillet 1944 qu'Hitler ordonne finalement l'arrêt des projets de chars super lourds pour se concentrer sur les chars viables. L'arrêt du Tiger Mouse date aussi de cette période, mais cet ordre ne sera pas suivi, ni de Porsche, ni de Krupp. Les travaux continuant à un rythme lent pour ne pas être surpris par les autorités. Du 4 au 25 février 1945, le Mouse est enfin testé sur de plus longues distances et aucun problème de fiabilité n'est relevé. L'engin peut monter une pente de 25 degrés et les ingénieurs et pilotes estiment qu'une pente de 43 degrés serait possible en modifiant la transmission. Alors, je fais une pause là, c'est un char d'à peu près 170 tonnes estimé à l'époque, qui arrive à monter 25 degrés. C'est un putain d'exploit, pour vous dire même les chars modernes comme le M1A2 et le Challenger 2 ont du mal à monter 30 degrés, et ils font même pas la moitié du poids du Mouse. Alors bon, j'étais pas là, je l'ai pas vu, hein, vous vous en doutez. Peut-être qu'ils ont simplement testé le châssis, auquel cas on peut redescendre aux alentours des 100-120 tonnes. Mais c'est quand même un exploit. Le Mouse est une incroyable merveille d'ingénierie inutile. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. On va quand même nommer les gens qui ont bossé dessus parce que ce char avait le mérite de moins tomber en panne que le Tigre. Et puis bon, même s'il n'est pas éprouvé au combat, ça reste pas mal. Le directeur d'études était Karl Rabe, designer chez Porsche, assisté par le dessinateur de la caisse, Erwin Komeda, le gars qui aimait bien tracer des traits à la règle. Léopold Schmidt s'occupait du châssis et de la suspension, et Walter Schmidt de la partie mécanique. Et maintenant le cœur de la maison, la cuisine. Otto Zadnik travaillait sur les organes électriques, et vu ce que c'était que ce char, il y avait bien besoin. Surtout que l'électricité à l'époque c'est connu, mais on n'était pas aussi rodé qu'aujourd'hui. Karl Frohlich, ou voilà, enfin je vous rappelle, espagnol LV2, travaillait sur la transmission. Bon, là c'est pareil, 188 tonnes, il y a besoin que ce soit costaud et réglé au poil de cul. Un certain Case travaillait lui sur l'armement, donc devait subir un peu les caprices d'Hitler en matière de canon. Enfin, Karl Gunsberger, le pilote d'essai, testait le Mouse guidé par le coordinateur Schlichter, comme vous voulez, le plus important. C'est lui qui crève si le véhicule crame. Ce qui me fait penser que c'est lui qui a piloté le VK4501P, le prototype de Tigre Porsche, qui a brûlé. Et puis il y avait aussi Willy Miller, le porte-parole de Porsche, pour tenir le Führer informé. Bon, un mec qui sert à rien, quoi. Enfin, on va passer aux caractéristiques du bousin. Le Mouse est alors un blindé super lourd de 10 mètres de long, 3,70 m de large et 3,66 m de haut. On notera la garde au sol de 50 putains de centimètres. Comme ma... non, je vais éviter cette fois. Blindé à 200 mm à l'avant incliné à 55 degrés, 220 en tourelle, 185 sur les côtés, 150 à l'arrière et 100 sur le toit, ce monstre de ferraille pesait tranquillement ses 188 tonnes. Pour vous faire une idée précise, ça fait un peu plus de 3 chars Leclerc. Un wagon de 14 essieux, pas galets, était nécessaire pour le transporter. Et les cheminots devaient trouver un parcours adapté afin d'éviter les ponts, que le char pourrait faire s'écrouler. La V1 était motorisée par le moteur essence MB509 de Daimler-Benz, un V12 de 1080 chevaux. Puis la V2 a été équipée du MB517, toujours un Daimler-Benz, un V12 diesel de 1200 chevaux. Les deux de 44,5 putains de litres de cylindrée. Si vous savez pas comment ça marche, je vous renvoie vers la vidéo de Vilebrequin qui explique la cylindrée. Bon, là par contre, le ratio poids-puissance, c'est clairement de la merde. À savoir qu'en plus, 120 chevaux étaient destinés uniquement au refroidissement.
On fait même pas les 6,5 chevaux à la tonne. À ce compte-là, autant construire un bunker. On estime d'ailleurs possible que ce moteur a été dégonflé pour limiter les pannes. Le compartiment moteur était équipé de 2 extincteurs de 6 kg automatiques. Si la température montait trop, 300 litres de CO2 étaient envoyés d'un coup sur le moteur, la deuxième bouteille servant en cas de défaillance de la première. Le train de roulement, sans doute une des parties les plus importantes quand on conçoit un véhicule de presque 200 tonnes, était constitué de 24 galets par côté. 24. Ils étaient partiellement imbriqués par groupe de 4 pour un total de 12 rouleaux. Les chenilles faisaient 1,10 m de large. Ma bite. La poulie de tension et le barbotin se situant à l'arrière, contrairement à la plupart des chars allemands de l'époque. Comme dit précédemment, il était supposé atteindre les 20 km/h, mais la seule vitesse réellement enregistrée était de 13, avec une consommation de 3800 litres au 100, ce qui, avec les réservoirs supplémentaires, nous donne une autonomie de 68 km. En roulant à 13, ça fait 5 heures de route. Aujourd'hui, avec nos voitures, cette distance, c'est à peu près 1h15. À 80. Côté armement, le MOS a finalement été équipé du 128 mm KWK-44 de 55 calibres et d'un 75 mm KWK-44 coaxial de 36,5 calibres. Et bien sûr, d'une MG34. Ce canon était moins précis que le 88 du Tigre II, mais avait l'avantage d'envoyer des caramels à temps décrocher la tourelle. Alors, côté pénétration, il y a beaucoup de mesures différentes selon les sources, et ça varie de 200 à 260. Ce qui le rendait dangereux, même chargé en obus explosifs. Et faut dire aussi que si les munitions explosives pesaient 48 kg, l'obus seul en pesait 26. Le canon était d'ailleurs équipé de 6 paires de guides pour maintenir l'azimut lors du tir. Quant au 75, il s'agit d'un canon antipersonnel. Chaque canon avait respectivement 75 et 200 obus disponibles dans le char. Faut dire qu'il y avait quand même la place de les stocker, quand vous voyez la taille du monstre. La tourelle pesait à elle seule 55 tonnes et était équipée d'un démultiplicateur de vitesse pour sa rotation. 2 modes étaient disponibles, 4 degrés et 8 degrés par seconde. Le système imposait au canonnier d'ajuster sa visée manuellement avant de tirer. Il peut également bloquer la tourelle à l'aide d'un verrou à l'arrière pour éviter un dérèglement de la visée lors du tir. Elle disposait également de 2 indicateurs de position et d'une optique spécifique d'artillerie pour les obus explosifs de 48 kg. Afin de l'aider à cette optique, les 3 paires de galets porteurs de la tourelle permettant sa rotation, le système de roulement, sont également dotés d'un système d'élévation de 6 mm afin de surélever l'avant de la tourelle et de permettre le tir à longue distance. Ceci même si on est limité par les seuls 23 degrés d'élévation. Le char comportait 6 membres d'équipage au lieu des 5 habituels. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 2 chargeurs. Je vous rappelle les obus de 48 kg. Chef de char, tireur, 2 chargeurs, opérateur radio et conducteur. Pour ce qui était du E100, son concurrent, on va parler uniquement du modèle prêt à sortir d'usine, donc avec la tourelle du MOS. Premièrement, il pesait 138 tonnes, soit 50 tonnes de moins, et il était donc par définition moins blindé. On estime que le blindage allait de 40 à 200 mm tout de même. Concrètement, c'était un MOS plus standard. Il ne bénéficiait pas de toute l'ingénierie de Porsche et devait même se contenter d'un moteur Maybach HL230, le même que celui du Tigre. Le châssis était conçu pour le programme de standardisation et devait donc avoir des pièces interchangeables, notamment avec ce qui aurait pu être le Super Tigre, le E75. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir du MOS ? C'est un char qui roule pas vite, certes, mais qui a le mérite d'être fiable. Au-delà de ça, on arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les avions dominent, les missiles font leur apparition, les munitions se complexifient. Le MOS, même s'il avait été là plus tôt, n'aurait jamais changé l'issue de la guerre. Sa lenteur l'aurait perdu et croire qu'un blindage est capable de résister à tout est naïf et dangereux. Cela étant, si vous pensez le contraire, libre à vous d'argumenter et de me dire si vous pensez que le MOS aurait pu révolutionner la guerre terrestre. Pour ma part, il reste un char bien conçu mais qui n'a aucune autre utilité que de satisfaire l'ego d'un ingénieur un poil mégalomane. C'est un jouet, un très gros jouet. 200 mm. De métal plein, hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut, c'est Knap. J'interromps votre vidéo parce que Kazmat a encore oublié quelque chose d'important. Avant de conclure, il a en effet oublié de parler d'un point crucial qui pourrait placer ce char à la 11e place des 10 pires chars de l'histoire, j'ai nommé la logistique. Et oui, je vous rappelle qu'on a ici un tank de presque 200 tonnes, putain, avec une autonomie de 200 km, atteinte en consommant au bas mot 2 tonnes d'essence. Un tank qui ne peut voyager que par chemin de fer et sans emprunter de pont. Je mets au défi n'importe quelle armée de trouver une solution viable et pas trop coûteuse au déploiement de rien qu'une petite dizaine de ces bunkers sur chenilles.
Rien que la logistique pour les munitions et l'essence... Beaucoup. Ah mais beaucoup combien? Beaucoup. Ah mais beaucoup, c'est trop. Et puis, il faut le transporter derrière les lignes et qu'il aille au front. Puis je vous parle même pas de la maintenance pour réparer une chenille. Ah oui, et pour ceux du fond qui se demandent, oui, on peut mettre un mot sur une chandelle. En somme, ça reste la plus lourde scierie jamais construite, gardez ça en tête. Et je sais de quoi je parle, je suis 5ème dan de War Thunder. Voilà, maintenant, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à sa chaîne. Faudrait pas manquer les 2 vidéos par an quand même, non, ça serait bête. J'espère que l'épisode vous a plu. Si oui, vous pouvez me laisser un pouce bleu 200 tonnes et un petit commentaire. En plus, il paraît que ça flatte l'algo de YouTube. Vous pouvez comme d'hab me retrouver sur Facebook, mais surtout Discord. Et si l'envie vous dit, vous pouvez passer par Tipeee, vous pouvez me soutenir financièrement. Mes vidéos ne sont plus monétisées. Normalement, vous devriez plus avoir de pub, sauf si je mets une musique qui n'est pas libre de droit, mais bon... En principe, vous ne devriez plus avoir de pub, si tout est bon. Concernant Tipeee, les dons sont sans contrepartie, mais vous êtes libre de me signaler votre soutien pour que je vous en remercie aussi. Allez, je retourne hiberner. À la prochaine!